OK, on va commencer le chapitre 5. Et les bonnes nouvelles sont que c'est plus facile que le thermo. Donc, chapitre 5, c'est les concepts introductifs à la cinétique chimique. Donc, étant donné une réaction chimique, c'est une réaction qui est spontanée si le changement d'énergie libre de Gibbs est inférieur à 0. Mais ça ne nous donne aucune information concernant quand cette réaction se passera. Donc, spontanéité veut dire ça va passer à un moment donné, éventuellement, mais quand, comment rapidement, pas des réponses qu'on aura avec des arguments thermodynamiques. Il faut regarder la cinétique. Bon, donc, pour la plupart des réactions dans ce chapitre et celle qui suit, il se passe dans une direction. Il n'y a pas de réaction inverse. Donc, A et B sont les réactifs, donc sont consommés. Puis C et D sont les produits, donc ils sont produits. On peut regarder les concentrations de chaque espèce. Comme une fonction de temps. Et toutes les fonctions dans ces derniers deux chapitres sont des fonctions de temps. Donc, en particulier, si on fait un graphique de A ou B, puis un des produits avec le temps, on commence avec un montant, une concentration, initiale, puis ça descend avec le temps d'une manière ou une autre. C'est pas particulier, je vous donne un exemple. Puis on a un montant, une concentration de C initiale qui augmente avec le temps. Puis à un temps particulier, disons T', on veut savoir le dérivé de A avec T, disons T est égal à T'. Comment est-ce qu'on le fait? On dessine une ligne tangente, puis on regarde la pente de cette ligne-là. Même chose pour C. Comme vous pouvez voir, la pente de la tangente à T' pour A est négative et pour C, c'est positive. Pourquoi? Parce que A est consommé, donc la concentration de A va diminuer avec le temps et la concentration de C va augmenter avec le temps. Donc, c'est ça. Donc, en général, dA dt et dB dt. Donc, étant donné cette réaction-là,
sont inférieurs à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont diminuer avec le temps. OK, un détail que je n'ai pas mentionné, mais je vais préciser maintenant. On a les d minuscules ici et non pas les dérivées partielles, parce que dans ce chapitre, c'est toujours des fonctions à une variable, ce qui sera plus facile pour vous. OK, là, on va préciser un autre point. Donc, encore une fois, pour cette réaction-là, quels sont les taux de consommation relatifs de A et B? Est-ce qu'ils sont égaux ou ils ne sont pas? Leurs coefficients stoichiométriques sont égaux. Donc, aussitôt qu'un molécule de A est consommé, il faut qu'un molécule de B est consommé, ainsi qu'un molécule de C et un molécule de D sont produits. Donc, dans cet exemple, les taux, donc on va dire que dA dt c'est égal à dB dt et que dC dt c'est égal à dD dt. Donc, individuellement, ils sont égaux. On vient de raisonner que les taux de les taux de consommation de A et B sont négatifs et les dérivés ici sont positifs. Ils sont tous en proportion 1, 1, 1, 1. Donc, le négatif de le taux de consommation de B, c'est la même chose que la consommation, la taux de production de C et la taux de production de D. Même chose pour A. Donc, les dérivés pour A et B sont négatifs, donc on les multiplie par moins 1, puis ça nous donne les taux de formation de C et D. OK. Je vous dis directement, à cause que les coefficients stoichiométriques sont tous unités. Qu'est-ce qui arrive si on avait quelque chose de différent? Donc, on a, disons, A plus 2B produit 3C plus D. Donc, là, à chaque fois qu'un molécule de A est consommé, deux molécules de B sont consommées. Donc, le taux de consommation de B est 2 fois plus grand que le taux de consommation de A. Donc, on pourra dire ça. Donc, le taux de consommation de B est 2 fois le taux de consommation de A. On préfère l'écrire comme ça. Donc, la moitié de la consommation de B, c'est la consommation de A. Et avec des signes négatifs, on peut les relier au taux de formation de C et D. Donc, chaque fois qu'un molécule de A est consommé, ça produit 3 molécules de C. Donc, le taux de formation de C est 3 fois plus grand. Donc, on le divise par 3. Et le coefficient stoichiométrique ici, c'est unité. Bon, donc avec cet exemple particulier, vous serez capable de voir le cas général qu'on écrit. Donc, disons qu'on a un nombre A, un nombre entier, plus un nombre entier B, produit CC, puis D, c'est un choix qui est pas optimal. Donc, disons E. Donc, moins 1 sur A, D, A, D, T.
c'est moins 1 sur B. Donc, toutes ces proportions sont égales. Et on appelle ça V, la vitesse de la réaction. Donc, il y a un taux. Comme taux, je veux dire dérivée de montant avec temps pour chaque espèce, mais ils sont tous reliés. Donc, on va écrire une autre définition pour V. Okay. En général, c'est un V minuscule, donc je vais essayer de l'écrire comme un V minuscule. C'est le dérivé de quelque chose qu'on appelle Xi, en espérant qu'on n'a pas de variant de COVID Xi, parce que ça se trouve vers la fin de l'alphabet grec. Bon. Et cette variable-là, c'est le progrès de la réaction. Puis avec cette variable-là, on peut écrire les concentrations de chaque espèce en tout temps. C'est ce qu'on fera. Donc, on va attendre 1 seconde. Bon, donc encore une fois, pour une réaction, on commence avec les concentrations initiales. Et en tout temps, on peut calculer les concentrations. Comment? La concentration de A, c'est sa concentration initiale, moins le coefficient stoichiométrique fois le progrès de réaction. Pour B, c'est la même chose. Qu'est-ce qui est différent? Le coefficient stoichiométrique. Pourquoi moins? Parce que A et B diminuent avec le temps. C, concentration initiale, plus, et pour D, comme ça. Bon, donc, là, j'ai utilisé plusieurs fois comme exemple cette réaction-là. J'espère que vous serez capable. Si on a disons 3 composés différents qui deviennent en utilisant exactement le même principe, vous êtes capable d'écrire la vitesse de réaction en termes de chaque composant et leur concentration en tout temps en utilisant le progrès de réaction. J'espère que vous serez capable en utilisant exactement les mêmes principes.